peut-être d'une écoute réflexive ou de qu'est-ce qu'on peut dire autour de cette question de l'écoute qui est l'accompagnement. Ouais, j'ai un peu déliré sur plein de registres. Premier élément, c'était la question de qu'est-ce qu'on peut dire en termes d'identité. Alors comme je ne suis pas un sociologue, et donc je vais voir un peu ce que racontaient d'autres en termes d'identité. Et Norbert Elias, il dit une chose qui est extrêmement intéressante. Il dit que l'individu humain ne peut dire je qu'à la condition de pouvoir aussi dire nous. Et parce qu'il le peut en même temps. Là, si l'idée du je suis est plus encore, celle du je pense, suppose l'existence d'autres hommes et la coexistence avec d'autres. Bref, l'existence d'un groupe, d'une société. Vous allez me dire, c'est enfoncer des portes ouvertes, mais non, c'est pas enfoncer des portes ouvertes. C'est comment, en permanence, on a besoin d'être avec les autres ou peut-être d'halluciner les autres. Moi, une époque de ma carrière, j'ai travaillé avec l'hôpital militaire de Lyon, qui est l'hôpital des Genettes, et on avait travaillé sur les otages. Et en particulier, il y a eu plusieurs otages qui sont restés longtemps complètement isolés, et ceux qui ont gardé leur appareil à penser et ne sont pas devenus fous dans ce contexte-là, c'est qu'ils ont inventé quelqu'un avec qui discuter. Donc même dans cette solitude de cette prison où ils étaient isolés, ils ne voyaient des gens qui leur apportaient de la nourriture, c'est tout. Ils avaient le droit de communiquer avec personne. Et bien pour continuer à se penser, il a fallu qu'ils pensent quelqu'un d'autre, tout en sachant que cet autre c'était eux, mais que ce n'était pas eux en même temps. Donc l'autre même imaginaire nous aide à exister en tant que personne. Deuxième point, c'est la question de la maladie. La maladie, ça implique pas mal de choses. Premier élément, c'est que la maladie, ça va isoler la personne malade et son entourage. On n'est plus comme avant quand on est malade, quelle que soit la maladie qu'on a, et son entourage n'est plus comme avant. Parce qu'il y a quelque chose qui va se conditionner autour de la maladie et par rapport à la maladie. Et en plus, dans le contexte actuel, moi, ma maman, 88 ans, vient de se faire une fracture du bassin. Elle avait droit à une visite par jour à l'hôpital, à la clinique. Comment allait-on organiser le fait que qui allait passer et pourquoi? Qu'est-ce qui serait le plus important pour elle dans la visite auquel elle aurait droit dans la journée? Qu'est-ce qui allait être l'élément déterminant de cette visite? Donc en quoi, d'un seul coup, avant, être social, qui aime bien rencontrer des gens, se retrouvait dans un univers isolé parce qu'un contexte, un cadre lui disait « Ah ben non, là, tu as le droit de voir qu'une seule personne, donc il va falloir que soit les personnes décident entre eux de qui va te voir, soit que toi tu décides qui tu vas choisir de voir. » C'est compliqué ça comme truc à gérer. En plus du fait qu'on est dans un lit avec une fracture du bassin. Deuxième élément, c'est que bien sûr ça crée une différence et ça va mettre dans une insécurité à la fois personnelle et relationnelle, parce que de toute manière, la relation ne sera jamais la même. La relation ne sera jamais la même, en tout cas, tant que le contexte nous dit que tu es malade. Là, je vais reprendre mon exemple personnel, parce que je vis actuellement. Ma maman est rentrée chez elle, et d'un seul coup, on n'a plus les mêmes discussions. D'un seul coup, on est dans quelque chose où on essaye, je dis bien on essaye, de remettre une normalité à nos discussions, alors que dans cette clinique, on avait quelque chose qui était emprunté. On était mal à l'aise tous les deux, on ne savait plus trop quoi se dire, on était gênés, et je trouve que c'est très difficile de redétricoter quelque chose pour se remettre dans une nouvelle position qui est peut-être la position qui va nous dire, et j'insiste sur le nous, nous sommes guéris de cette relation qui était liée à cette maladie. Et puis bien sûr, ça crée de l'inconnu, ça c'est une évidence. Et je garde toujours moi en mémoire cette phrase de Simone Signoret qui, parlant de son cancer, disait « La souffrance rend bête ». Et elle développait en disant « La souffrance, ça m'a rendu bête dans deux sens. Ça m'a rendu bête parce que je n'arrivais plus à penser. Et ça m'a rendu bête parce que c'était mes instincts primaires qui ressortaient. Et qu'à ce moment-là, il a fallu que les autres fassent aussi
avec cette dimension de moi-même qui avait émergé à ce moment-là et qui n'était pas forcément celle que j'avais envie de montrer aux autres et de faire partager aux autres. Et puis, pour se penser, donc, nous avons besoin d'un autre, et c'est pour ça que j'ai mis le A entre parenthèses. On va se penser et se penser grâce aux autres. Deuxième citation d'un sociologue là aussi, que vous connaissez peut-être, Pierre Sansot, qui disait « Mon identité, c'est l'image que j'ai de moi, forgée dans le rapport aux autres, parce que j'ai par la suite à répondre à leurs attentes. » On pense toujours ce qu'on... Je suis en train de penser ce que vous êtes en train de penser. En disant que j'ai fait chier, mais il parle de sa mère, on se moque pas de sa mère. Donc on pense toujours ce que les autres pensent, et on pense en essayant de se conformer à ce qu'on imagine qui serait bien qu'on pense ensemble. On est en permanence dans ce truc-là. C'est un fatigant la vie, moi je trouve, c'est absolument épuisant. Donc en tout cas, c'est en quoi la manière dont on va se positionner, c'est par rapport à l'idée des attentes que l'on a les uns vis-à-vis des autres. Et en particulier, quand on est dans cette position dissymétrique de soignant-soigné, écoutant-écouté, en tout cas quand c'est caractérisé comme ça, c'est en quoi on va aussi penser cette attente que l'on a dans ce contexte-là. Donc la relation, c'est une attente, mais c'est aussi une forme d'entente réciproque. Il y a un truc où on se met d'accord sur un mode de relation, sur un mode de fonctionnement, sans forcément l'évoquer directement, mais on se dit, allez, dans ce contexte-là, par rapport à la personne qui est là, il faut que je me positionne comme ça, et on va essayer de trouver la bonne zone d'entente sur laquelle on va pouvoir construire quelque chose. Donc le contexte construit la relation, c'est pas un scoop, c'est une évidence. Moi, ce que j'ai dit, j'ai une partie sexo, pour ceux qui me connaissent, ce que j'ai toujours dit à mes étudiants, c'est vous avez un monsieur et une dame, le monsieur est médecin dans son cabinet, il dit à la dame déshabillez-vous, vous prenez le même monsieur et la même dame, vous les mettez dans un hôtel, le monsieur dit à la dame déshabillez-vous, il prononce la même phrase, mais le contexte dit autre chose. Ou en tout cas, on peut espérer que ça dit autre chose. Donc voilà, on est toujours pris dans un contexte et on est toujours pris dans l'environnement dans lequel on est qui va déterminer ce qu'on va faire ensemble. Parce que, là aussi j'insiste, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Dans quelle entente on va être pour créer quelque chose dans cet environnement qui nous dit quelque chose de ce qu'on doit être par rapport à cet environnement. Ou alors comment on va essayer de s'en dégager. Donc chaque interlocuteur est dans une forme d'attente-entente face à l'autre, qu'il soit écoutant-écouté, dans l'idée, patient-soignant, on est toujours dans ces dyades qui déterminent un certain nombre de choses. Et donc, une entente très souvent implicite va se mettre en place sur les règles du jeu de la relation. On va créer des règles du jeu. On va mettre en place quelque chose qui est le jeu relationnel dans lequel on va être, mais j'insiste, dans quelque chose qui est conditionné à la fois parce que l'on pense que l'on doit faire et dans le fait que l'on est dans un cadre. Et ce qu'évoquait Jean-Jacques, c'est, et ce qui me choque beaucoup et qui est pour moi une grosse difficulté, et avec Jacques Gaucher on l'a beaucoup travaillé, c'est en quoi les vieux, on les oblige à jouer aux vieux. Dans ce jeu relationnel, en gros on les met dans une position où le seul jeu qu'ils peuvent donner, c'est le jeu de vieux, et non pas le jeu de personne. Donc on va être dans quelque chose qui est dans cette idée de réciprocité, et avec l'idée de la réciprocité, donc c'est comment je me sens accueilli, mais l'un et l'autre. Comment je me sens accueilli, première question qu'on va se poser. Comment je me perçois dans le regard de l'autre. Ça c'est vachement intéressant quand on est un docteur, un professeur, un machin comment l'autre est en train de me percevoir. Est-ce qu'il est en train de se dire ouais, il a un bon diagnostic, mais c'est un sacré con quand même. Qu'est-ce qu'il est en train de penser de moi? Parce qu'automatiquement, il est en train de penser quelque chose de moi. Ça, par contre, on n'ose jamais le demander. Ça. Et je trouve ça dommage. Je dis on n'ose jamais, mais moi j'aime bien le faire, par contre. Comment vous me percevez là? Qu'est-ce qui se passe entre nous? Comment je me sens jugé, évalué? Et là, dans les deux sens. Et là aussi, hein, comment, si je me repositionne dans la position de vieux que je suis moi aussi, comment je me sens jugé, évalué, comme l'évoquait Jean-Jacques, dans le regard de l'autre, dans la manière dont là aussi je pense qu'il me pense en tant que retraité
Moi j'aime bien le terme espagnol, la jubilación. Moi je vis en pleine jubilación depuis 2 ans, c'est quand même extraordinaire. Pour un sexologue, c'est l'apothéose de la carrière. Je jubile à longueur de journée. Et donc, je viens de vous le dire, ces questions sont valables aussi bien pour celui qui est en position d'écoutant que celui qui est en position d'écouter. Donc, pour celui qui est défini comme écoutant, va se rajouter un autre paradigme, qui est un paradigme important. Comment être soi-même et être à la fois le porteur d'une pensée institutionnelle. Parce que là aussi, quand on travaille dans une institution, on n'est pas moi, Gérard Rive, je suis un homme libre qui fait ce qu'il veut, comme il veut. Non, c'est pas vrai. Et il ne faut surtout pas que ça soit comme ça. On est dans une institution qui va être porteur d'un certain nombre de choses, et en quoi on va être aussi porteur de cette pensée de l'institution, et en quoi, en tant que personne, on va peut-être essayer de faire évoluer cette pensée dans quelque chose qui nous ressemble, si possible, mais en tout cas, quand on parle, on ne parle pas que par sa bouche, on parle aussi par la pensée, par la bouche de l'institution. Et le deuxième paradigme, c'est justement comment l'institution me permet d'être moi, tout en me donnant le cadre qui va m'aider dans la tâche qui m'est assignée. Ça, c'est vachement intéressant, ça, c'est vachement important, c'est que je vais être moi, mais en fait, le cadre que me propose mon institution va me permettre d'être encore plus moi que si j'étais en dehors de ce cadre. Ça devient intéressant. C'est comment, justement, cette surdétermination d'un cadre va ne pas être quelque chose qui va m'amputer d'une partie de moi-même, mais va me permettre, autrement, d'une manière différente, d'être accompagné dans ce qui est la construction de la relation que j'ai à faire dans l'environnement dans lequel je suis. Donc, on est dans différents duos, le côté écouter, entendre, aider, accompagner, et on va essayer de les croiser un peu ensemble. Alors, écouter, on va faire un peu, j'adore l'étymologie. Écouter, c'est auscultare, c'est prêter l'oreille, et c'est prêter l'oreille pour entendre. Et alors j'ai essayé de voir différentes étymologies, et à chaque fois c'est prêter l'oreille, c'est joli l'expression. Je prête mon oreille. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose, moi quand je prête quelque chose, c'est bien que je le tends à quelqu'un d'autre. C'est pas que je le colle encore plus sur moi. Donc c'est bien quelque chose qui parle de ce mouvement vers, qui va vers l'autre en fait. Deuxième élément, c'est entendre, donc c'est intendere, et dans cette première étymologie, c'est étendre, c'est tendre vers, et puis on a une deuxième qui est faire attention à et comprendre. Et moi j'aime bien la première. J'aime bien la première parce que peut-être que entendre, c'est étendre. C'est en quoi, dans la manière dont je vais entendre l'autre, si je garde cette image, l'autre va pouvoir s'étendre. Il y a quelque chose qui est une de mes réflexions qui a accompagné ma pratique, c'est de me dire que quand on souffre, on réduit ses possibles. Parce qu'on est dans quelque chose où on est tellement dans une gestion de ce qui est la douleur dans laquelle on est qu'on réduit ses possibles. Et que moi, mon métier, c'était de rouvrir des possibles. Donc d'étendre la personne de nouveau dans ses différentes composantes, alors qu'elle s'était réduite à un moment donné dans une de ses composantes pour essayer de résister à un environnement qui était un environnement en difficulté pour elle. Donc se sentir entendu, compris, donc ça dépasse le fait d'être écouté, et comment on se comment en tant qu'écoutant, je me sens moi aussi entendu et écouté. Il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, Jacques, de décéder il y a quelques jours, qu'on avait eu l'opportunité de rencontrer au Canada, Michel Lemay, qui est quelqu'un qui a écrit des choses sur la bientraitance. Je vous conseille de lire les travaux de Michel Lemay sur la bientraitance. C'était un éducateur spécialisé français qui est parti au Canada et qui est devenu professeur de pédopsychiatrie au Canada, avec une carrière extraordinaire. Et lui-même disait, on est souvent dans un paradoxe complètement fou. On demande à des équipes d'être bien traitantes alors qu'on les maltraite. On demande à des équipes d'être à l'écoute d'eux alors qu'on ne les écoute pas. Donc s'il n'y a pas justement ce cadre, s'il n'y a pas ce contexte qui va surdéterminer le deuxième niveau de la relation, il y a quelque chose qui n'est pas possible. Donc en quoi l'institution par elle-même est une institution écoutante pour ses personnels, pour être
pour que les personnels soient écoutants vis-à-vis des personnes qui sont accompagnées. Alors justement, après on est dans ce deuxième terme entre aider et accompagner. Donc aider, c'est soulager, hein, on est dans ce registre-là du soulagement, et vous savez qu'accompagner, hein, c'est ad compagnis, hein, c'est celui qui mange le pain avec, et c'est le terme de cheminer à côté. Et moi je me dis que peut-être dans ma carrière, c'est toujours intéressant quand on est vieux, c'est de voir les perspectives de ce qu'on a fait. Je pense que j'ai peut-être été plus dans l'accompagnement que dans l'aide. Dans cette idée que l'accompagnement allait permettre à la personne de s'aider elle-même. Que l'accompagnement allait créer l'environnement qui allait permettre à la personne justement de récupérer ce qui était ces énergies qui avaient à un moment été annihilées. Donc le terme d'accompagnement, moi ça me plaît bien en fait. Alors quel va être mon positionnement? Est-ce que je vais écouter pour aider, écouter pour accompagner, attendre pour aider, entendre pour accompagner, ou alors comme professionnel de soins, comme malheureusement le font souvent les professionnels du soin, vais-je faire l'impasse pour me positionner dans une approche clinique et dans les procédures? Vous connaissez les procédures, hein, il y a les procédures, hein, et il faut respecter la procédure. Hein, et quid de la relation, quid de l'interaction, comment on se protège derrière les procédures. Moi j'ai toujours pensé que les procédures étaient extrêmement importantes dans l'urgence. Ça par contre c'est essentiel. Le pilote d'avion dans lequel, au moment où ces réacteurs prennent feu, il ne faut pas qu'il soit dans le dialogue avec son copilote. Ça serait quand même extrêmement dangereux. Là par contre il y a des procédures, là il faut que ça marche. Mais en dehors de ça, ça me pose beaucoup de questions. Et il y a quelqu'un sur lequel honnêtement que j'apprécie moyennement, mais il n'a pas pu raconter des conneries, c'est Jacques Solomé. Et justement, il n'a pas raconté des conneries parce que pour une fois il pensait comme moi, donc c'est pour ça que c'est pas une connerie. C'est aussi souvent ça, hein, c'est la manière dont on se retrouve. Et Jacques Salomé écrivait « Accompagner, c'est agrandir en écho les possibles de l'autre, en cheminement au plus près de lui, mais en étant différent de lui. » C'est intéressant, ça, cette phrase. Hein. C'est comment ça va agrandir les possibles. Et ça, j'aime bien l'idée d'agrandir les possibles, puisque je l'ai déjà évoqué. En étant au plus près, mais en étant quand même dans une différence avec. Alors, comment on va se positionner en termes d'aidants, d'accompagnants? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? En tout cas, qu'est-ce que moi je pense par rapport à ça? Premier élément, c'est est-ce que je suis moi-même suffisamment en sécurité intérieure pour laisser un espace à l'autre? Ça, c'est la base. C'est ma sécurité intérieure qui va permettre que je puisse éventuellement permettre à l'autre de se retrouver dans une sécurité intérieure. Si je passe toute mon énergie à trouver mon équilibre, ça va être un peu compliqué. Hein. Est-ce que j'ai conscience de ce que m'apporte ce que je fais? Moi, il y a quelque chose qui est pour moi une réalité absolue, c'est qu'un individu, j'ai mis un point d'interrogation, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense, c'est un individu, il peut pas agir sans bénéfice pour lui. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Même les plus grands saints, ils savaient qu'ils allaient au paradis après, donc le bénéfice n'était pas immédiat, mais ils savaient que derrière, il allait se passer quelque chose. Donc il y a toujours un bénéfice. Il y a toujours quelque chose qui est une reconnaissance de quelque chose, qui peut être une reconnaissance de soi par rapport à soi, une reconnaissance sociale, etc. Mais on est très nombriliste. C'est quelque chose où il y a quelque chose qui toujours se ramène à nous, mais qui se ramène à nous et qui n'est pas forcément quelque chose qui nous empêche d'être avec les autres. Au contraire. Parce que si on est conscient qu'on va tirer des bénéfices de ce que l'on fait, on peut être d'autant plus en présence avec les autres dans quelque chose qui est justement cette circularité. Et c'est l'importance, comme l'a dit très bien Jean-Jacques, comme l'a dit très bien Eric aussi, c'est cette dimension de qu'est-ce qui se passe entre, qu'est-ce qui va faire que ça tourne et que chacun en soit bénéficiaire. Et il y a quelqu'un qui est Carl Rogers, qui a développé toute une approche humaniste, et Carl Rogers il disait une façon d'exprimer cela qui pourrait vous paraître étrange est que si je peux établir une relation d'aide avec moi-même,
si je peux être conscient de mes émotions et les accepter, alors il y a de grandes chances pour que je puisse établir une relation d'aide avec l'autre. Cela signifiait que si je veux faciliter le développement personnel des autres en relation avec moi, alors je dois me développer, et quoi que ce soit souvent douloureux, c'est également enrichissant. Voilà une phrase qui me parle, moi, qui me dit quelque chose. Hein. C'est, comme il le dit, cela peut paraître étrange, mais en tout cas, c'est quelle relation d'aide j'établis avec moi-même, mais cette relation d'aide n'est pas une relation d'aide qui n'a qu'à mon service, mais qui va être aussi au service de la relation que je vais avoir avec eux. Donc ça va être cette idée peut-être qu'on va, dans un premier temps, partager de l'émotion pour partager du sens. Les émotions, c'est la base de notre vécu quotidien. On s'imagine être des êtres de raison, on est des êtres d'émotion. Et puis dans un deuxième temps, on essaie de corticaliser un peu les émotions qu'on a vécues. Déjà sur le plan de la physiologie du cerveau, ça passe d'abord par notre cerveau, comme on dit, reptilien, avant d'aller vers le cortex. Donc les émotions, c'est vraiment la base de notre vécu quotidien. Comme je viens de vous le dire, l'humain se veut un être doué de raison. Il est d'abord un être d'émotion qui tente de mettre une raison sur ses émotions. Et puis nous ressentons le monde avant de comprendre, mais que ressentons-nous du réel? Alors ça, le réel, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de difficultés. La réalité. C'est quoi la réalité? Quand j'étais étudiant, je suis allé travailler plusieurs années pendant l'été en Afrique. Et je suis allé travailler dans une ethnie qui était au nord de la Côte d'Ivoire, qui s'appelle les Baoulés. Et chez les Baoulés, tous les gens parlent aux arbres. C'est normal. Et j'avais du mal à faire comprendre aux gens avec qui j'étais que si moi, bon Lyonnais, des années, là il faut restituer ça dans les années 80, maintenant ça a changé. Bon Lyonnais des années 80, j'allais dans un parc public et je me mettais à parler aux arbres. J'avais beau être psychiatre, je ne sais pas si on m'aurait laissé longtemps parler aux arbres. Voilà. Donc, ils étaient dans une réalité, moi j'étais dans une autre réalité. Est-ce que notre monde était plus vrai que le leur, ou le leur plus vrai que le mien? En tout cas, c'était un consensus qui faisait que tout le monde pouvait se construire autour de ça. Et donc, la norme, c'est une forme de réalité partagée et qui va être une réalité et pas forcément la réalité. Et j'ai une de mes très bonnes amies, psychologue, libérale et en institution aussi, peu importe, mais dans sa salle d'attente, la première fois que je suis allé la voir dans son cabinet, on allait bouffer ensemble après, donc je rentre dans sa salle d'attente, et sa salle d'attente, c'est une grande voyageuse, était tapissée, et toujours d'ailleurs, tapissée de cartes du monde. Et c'est vachement intéressant. Ça, c'est la carte du monde européenne. On est d'accord? Elle est européenne parce que l'on est au centre de la carte. Ok? Ça, c'est la carte du monde chinoise. Alors les Chinois, ils sont assez sympas parce qu'ils se décalent un peu, voilà, hein, et ils englobent le monde. Ça, c'est la carte du monde américaine. Eux, ils se mettent au milieu, ça coupe le reste de la planète en deux, rien à branler, c'est mon expression. En tout cas, ils sont au milieu. Voilà. Donc, et c'est intéressant parce que du coup, moi, j'en ai acheté, j'en ai chez moi maintenant en voyageant des cartes du monde, et c'est vrai, allez voir dans le monde entier, les cartes du monde sont toujours centrées par rapport à soi. Et il y a celle-là qui est absolument géniale, qui est une carte du monde, qui est, elle aussi, quelque chose qui représente la réalité de notre monde, hein, avec le fait que c'est pas tout à fait réel parce qu'il y a les déformations, mais elle est mise à l'envers, ce qui n'a pas de sens. Hein, en quoi notre Terre est dans un sens ou dans l'autre. Hein, vous savez pourquoi d'ailleurs c'est dans ce sens-là? Parce que c'est au XIXe siècle, les Anglais ont décidé qu'il fallait que les pays du Sud soient en dessous des pays du Nord. Donc l'orientation a été définitivement fixée comme ça parce qu'il fallait que l'Angleterre soit au-dessus de l'Afrique. On n'allait pas mettre l'Afrique au-dessus de l'Angleterre, enfin, c'était pas pensable en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une norme, et du coup ça va poser la question, moi en tant que professionnel, et nous, dans la rencontre qu'on peut avoir avec les autres, c'est en quoi ma carte du monde va-t-elle me permettre de décrypter, de comprendre celle de mon interlocuteur.
en disant, comme je vous ai dit depuis le début, on est très centré par rapport à la manière dont on pense les choses. Donc du coup, est-ce que j'ai conscience de ma carte du monde et du coup, est-ce que j'ai conscience de mes valeurs? Qu'est-ce que c'est mes valeurs et comment elles vont être partageables ou pas? De mes idéaux, de mes croyances, de mes limites. Et en quoi tout ça, ça va participer à la manière dont la carte de l'autre va pouvoir ou non s'imbriquer dans la relation que l'on va créer ensemble. Donc on est vraiment dans un univers de représentation pour créer un univers de sens. Et avec, et je vais bientôt arriver à la fin, il ne faut pas oublier un certain nombre de choses. Donc, que je vous en ai déjà dit, nous avons l'adaptation pour, on va dire, l'envie de tout ramener à nous, ce qui est inhérent à la nature humaine, parce que nous sommes les êtres les plus importants pour nous. En tout cas, j'espère, parce que quand on commence à être pas très important pour soi, là, il y a quelque chose qui est en difficulté. Mais ce qui est bon pour soi, est-ce que c'est forcément pour l'autre? Moi, j'ai un exemple, alors qui est un exemple côté sexo, je trouvais ça extrêmement drôle. C'est un mec qui adorait être caressé, mais alors vraiment comme ça. Donc il faisait la même chose à sa nana. Et quand il faisait ça à sa nana, elle avait les poils des bras, il faisait ch'toum. Donc pour elle, ça l'horripilait au vrai sens du terme, quoi, dans les deux sens du terme, et il n'arrivait pas à comprendre que qu'est-ce qui était si extraordinaire pour lui n'était pas pour elle. Mais en fait, ça résume quand même d'une manière assez habituelle la capacité qu'on a de penser la manière dont d'autres se pensent, et la manière de se penser dont d'autres est en train de nous penser en même temps. Donc, en quoi ça correspond à l'autre. Et puis, donc, c'est accepter, tiens, c'est marrant, parce que je n'avais pas pensé à ça, accepter d'être touché sans se faire envahir, mais ce n'était pas cet exemple-là. Comment on accepte d'être touché par ce qui se passe, mais comment aussi on est dans cette position, on ne se sent pas envahi. Là, c'est justement cette, je ne vais pas développer, mais toute cette interrogation entre la bonne distance et la juste présence. Comment on est peut-être dans une juste présence et non pas dans une bonne distance qui, pour moi, m'interroge beaucoup. Donc, si l'on ne peut pas se laisser toucher par l'autre, si l'on a peur d'être envahi par la souffrance de l'autre, il n'existe plus d'écoute et encore moins de compréhension. C'est une forme de panique. Nous allons nous mettre en position de bombarder l'autre de questions ou de reproches. Le bombardement de questions, les médecins, ils sont extraordinaires là-dessus. Vous savez, quand le moment où quelqu'un rentre dans un cabinet de médecin généraliste et le premier instant où le généraliste lui pose une question, il se passe 20 secondes. Donc, est-ce que l'autre, en 20 secondes, a eu le temps de s'asseoir, a eu le temps de dire ce qu'il voulait? Voilà, c'est quand même impressionnant. Ça. Et puis, quand quelqu'un dit quelque chose qu'il perçoit comme horrible, la seule chose que l'on puisse dire, c'est « je suis là ». Moi, j'ai eu, je ne sais pas comment je peux le dire, je dirais l'opportunité, parce que ça m'a beaucoup appris de choses, à travailler sur les équipes d'un hôpital du Nord parisien qui a reçu les premières victimes des attentats du 13 novembre. En fait. C'était un jour lambda, voilà. Et d'un seul coup, c'est l'hôpital Saint-Antoine qu'on le nommait. Ils ont vu arriver des gens. Et là, pour vous donner, parce que ça m'a marqué, ils m'ont transmis ça d'une manière extrêmement forte. Ils me disaient, les deux choses qu'on retient le plus, c'est qu'il y avait un silence de mort, justement, qui régnait dans le hall du service, et qu'on marchait sur le sang, et il fallait faire attention de ne pas glisser et déraper sur le sang. Voilà. Et dans cette image de ne pas déraper sur le sang, qui pour moi me faisait penser à autre chose. Et il me disait, nous on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, il ne fallait pas qu'on parle, justement. Il fallait qu'on soit là, qu'on soit présent dans quelque chose où l'autre nous sente présent, mais où la parole n'avait pas sa place, parce que pour nous c'était tellement impensable que de toute manière on ne pouvait pas dire ce qui se passait, parce que c'était impensable. Donc c'est accepter d'être touché sans se faire envahir, c'est donc cette position métal d'écoutant, comment on se regarde à ce moment-là, c'est comment on s'entend penser pour s'écouter parler. Elle n'est pas de moi cette phrase, mais je l'aime beaucoup. Comment on s'entend penser pour s'écouter parler. Et puis le deuxième temps, c'est peut-être informer pour structurer. Puis si on pense que ça correspond à quelque chose, ne peut-on pas envisager
Informer, ça peut permettre d'apaiser en donnant des repères et éventuellement un sens dans un univers qui peut être perçu comme un chaos. Mais avec cette idée, entendre l'autre ne veut pas dire forcément le comprendre. Moi, dans ma pratique, j'ai accompagné beaucoup d'agresseurs sexuels, et en particulier de pédocriminels. C'est pas parce que je les accompagnais que je les comprenais, on est d'accord. C'est deux autres registres, c'est des registres qui sont complètement différents et qui sont pas faciles. Parce que c'est se dire, ce mec, je le rencontre dans la rue, je l'étends par terre, c'est sûr. Et là, je suis dans un contexte où il faut que je me mette dans une position où il puisse se sentir entendu pour que je remplisse la fonction sociale qui m'est donnée, dans lequel on me dit il faut l'accompagner pour qu'il puisse ne plus être dangereux. Je peux vous dire que par moments, c'est vachement compliqué. C'est vachement compliqué. On va terminer avec cette idée de Carl Rogers qui dit « Et quand plus tard, et souvent trop tard, j'essaie de découvrir pourquoi je n'ai pas été capable de l'accepter à tous les égards, je découvre généralement que c'est parce que j'ai été profondément effrayé ou que je me suis senti menacé par quelques aspects de ces sentiments. » Et là aussi, je trouve que cette phrase est extrêmement intéressante. C'est en quoi, quand on est effrayé par ce qui nous est présenté, en quoi, quand on se sent menacé d'une manière pas forcément physique, mais psychique, par rapport à ce que nous présente l'autre, il y a un moment où on n'est plus là. On se déconnecte, on se met en protection avec cette double idée qui est parler, ça permet de s'écouter penser, comme je l'ai dit, et qu'échanger, ça permet de construire sa pensée. Et c'est dans l'échange, et j'insiste, construire sa pensée, c'est comment dans la réciprocité, on va construire sa pensée. Et est-ce qu'on ne pourrait pas justement faire de nous cette maxime de Saint Bernard de Clairvaux qui disait « enseigner pour apprendre », et moi je la transformerais volontiers en « écouter pour s'apprendre », parce que moi j'ai jamais tant appris qu'en enseignant, et je pense que je ne suis jamais tant découvert qu'en écoutant. Et je terminerai vraiment par cette citation-là de Rudyard Kipling qui dit « J'ai 6 excellents serviteurs, je leur dois tout ce que je sais, leur nom, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. » Et moi je le déclinerai peut-être, c'est qui sommes-nous, que faisons-nous, dans quel cadre temporel et spatial, comment, avec quelle méthode, quels outils, sous quelle tutelle, et surtout pour qui et au service de qui. Et ça, pour moi, c'est la question essentielle. Pour qui et au service de qui, quand je suis dans cette interaction, au service de qui je suis. Et bien justement, est-ce que nous nous posons quelquefois cette question à titre individuel ou en équipe? Et je termine toujours par cette phrase que j'adore. Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Donc, restez fêlés et laissons passer la lumière jusqu'au bout de notre existence. C'est la pause. Philippe, 20 minutes ou 30 minutes? 30 minutes de pause, on reprend avec M. Meyer et on transférera M. Gaucher en début d'après-midi.